de notre partenariat futur probable voilà, avec le réseau VRAC. Et du coup, je vous laisse présenter. Vous avez, j'imagine, un... Oui, je peux partager mon écran. Oui, oui. Je voulais juste faire un commentaire avant que vous ne preniez la parole en vous en remerciant par avance. Simplement pour dire que côté développement économique, il y a je dirais, 5 ou 6 gros projets qui sont traités par Sandrine et par Mathilde notamment, dont le réseau VRAC, dont l'incubateur avec Make Sense, mais je pense que Sandrine en reparlera tout à l'heure. Et je voulais signaler l'importance que le réseau VRAC peut avoir ou pourra avoir pour la politique du PNR conformément à sa charte. Donc c'est un sujet qui est important au niveau du parc. Voilà ce que je voulais faire comme introduction et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors juste un petit, voilà, je prends la balle au bon. On fait un enregistrement, Cécilia, pour cette partie VRAC, parce que comme on a des élus qui ne pouvaient pas venir, du coup, enfin, voilà, on enverra le petit enregistrement. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc du coup, hop, j'enlève le partage. Ah bah non, oui, j'arrête. Alors normalement, là, vous pouvez voir mon écran. Oui. Ok, parfait. Alors, dans un premier temps, je vais un peu vous présenter qu'est-ce que la filière VRAC et qu'est-ce que sont les enjeux de notre association Réseau VRAC. En fait, au début, on avait identifié 2 enjeux. Le premier enjeu, c'était tout ce qui était gaspillage des produits. On se rendait compte qu'il y avait pas mal de gaspillage alimentaire. D'après les études de l'ADEME, on le sait bien, hein, il y a par Français 7 kilos de nourriture encore préemballée qui sont jetés par an. Et puis, on a aussi tout ce qui est gaspillage des produits, notamment des produits cosmétiques, comme par exemple de la crème solaire qu'on finit très rarement. Et le deuxième enjeu qu'on a identifié, c'était les déchets d'emballage jetables. Donc là, pareil, avec les études de l'ADEME, on voit bien que des ménages en France, un Français jette environ 50 kilos de déchets jetables tous les ans, qu'on est sur 1,2 million de tonnes de déchets emballés plastiques par Français, et on connaît tous le 7e continent, et on sait qu'il y a seulement 22% des plastiques qui sont produits en France qui sont recyclés. Et donc, pour répondre à ces 2 enjeux-là, on s'est dit, la solution, c'est la vente en vrac. Et depuis le 10 février 2020, la vente en vrac a officiellement une définition auprès du Code de la consommation, et elle se définit comme étant la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Et en fait, cette vente en vrac, on se rend compte qu'elle propose de nombreux avantages. Donc, elle permet la réduction du gaspillage des produits par le choix de la juste quantité. Et en fait, c'est le seul mode de distribution qui existe aujourd'hui qui permet au consommateur de prendre exactement ce dont il a besoin pour sa recette ou alors pour ses produits cosmétiques, et donc du coup de ne pas gâcher à la maison. Il y a aussi la réduction des emballages jetables. Là, je vous ai mis quelques petits chiffres d'une étude qui a été faite en 2019 par WWF, où on voit bien que par l'achat de produits en vrac, on baisse drastiquement ces quantités de produits, de déchets ménagers. Et si on consomme 100% vrac pour un consommateur, on peut réduire jusqu'à 95% de son emballage. On n'est pas sur un 100% parce qu'on considère qu'un pot en verre, par exemple, n'a pas une durée de vie illimitée. Et enfin, on est aussi sur sa baisse en temps de réduction par carbone, émission de CO2 et réduction de la consommation d'eau, sur le fait que, bien évidemment, on produit moins de déchets. Mais on se rend compte à l'association qu'on a encore de nombreux défis pour généraliser le vrac. Déjà, il faut toute une partie de sécurisation des pratiques pour le consommateur, qu'il ait aussi tous ces produits qui soient accessibles quotidiennement et dans des points de vente à côté de chez lui, que ce soit pratique, et que tout ça ait toujours un impact environnemental et social positif. C'est pour ça qu'en 2016, on a créé l'association Réseau VRAC, qui est une association d'interprofessionnels de la filière de la vente en vrac, où on retrouve toute la typologie de métiers en vrac. Donc, on peut aller du fabricant, fournisseur de produits, jusqu'au magasin, donc aux commerçants, mais aussi aux porteurs de projets, donc des gens qui veulent proposer des produits, ouvrir des magasins vrac. Aujourd'hui, on a 1900 adhérents qui sont répartis sur 16 pays. Pourquoi on a ça dans d'autres pays? Tout simplement parce que
ce que l'on ne sait pas vraiment, c'est qu'en France, on est les leaders un peu du vrac dans le monde. Il n'existe pas d'entité, en tout cas aussi structurée et aussi vieille que Réseau Vrac dans d'autres pays. Et donc, du coup, on a beaucoup d'étrangers et de Français, de francophones qui adhèrent à l'association parce qu'ils n'ont pas cette identité dans leur pays. Donc, les règles juridiques ne seront pas forcément les mêmes, mais au moins pour les questions d'hygiène, ils sont adhérents de l'association. Notre conseil d'administration, il est composé de professionnels de la filière, donc fournisseurs de produits ou des commerçants. Donc, vous pouvez le voir, on a une parité parfaite dans notre conseil d'administration. Et on a notamment notre secrétaire générale, Ludwina Sanchez, qui est créatrice de la marque Pachamamay, qui se trouve justement dans le parc. Et c'est comme ça qu'on a été mis en lien avec Sandrine. Et nous, notre équipe opérationnelle, donc on est basé à Paris, on est 8. Alors là, malheureusement, on n'a pas la parité encore. Et donc, on a Célia Renesson qui est notre directrice générale. Et ensuite, on a chacune nos pôles. Et moi-même, je suis chargée de développement en région. Donc, c'est pour ça que je suis votre contact privilégié aujourd'hui. Nos missions chez Réseau Vrac, c'est démocratiser la vente en vrac. Et pour ça, on a 3 grands piliers. Notre premier pilier, ça va être de structurer la filière, faire des actions de lobbying auprès de l'État pour inscrire le vrac dans les lois. Par exemple, on a travaillé sur la loi AGEC. Et aussi former les professionnels aux bonnes pratiques et mener des groupes de travail qui vont permettre de tendre toujours vers une filière plus vertueuse. Enfin, notre deuxième pilier, c'est de développer la filière, développer les typologies de produits et donc pour cela, de mettre en réseau les acteurs, de proposer des services, des outils pour les professionnels ou pour les territoires et faire des partenariats clés avec différentes structures et notre écosystème et toujours aussi organiser de l'événementiel comme par exemple notre Salon du Vrac pour faire se rencontrer les acteurs et faire parler du vrac. Et bien entendu, notre troisième pilier, c'est encourager tout le monde à passer au vrac, que ce soit les citoyens, mais aussi les collectivités à inscrire le vrac sur leur territoire, les entreprises à passer au vrac et bien entendu les journalistes pour parler du vrac et avoir une belle visibilité. Bon, là, très rapidement, je vous ai mis un petit peu quelques typologies de projets qu'on a menés sur ces 2 dernières années. Donc, on a notamment mené des études avec l'ADEME qui sont sorties en novembre l'année dernière. Donc, on a 3 études, si ça vous intéresse, allez les retrouver. Elles sont en libre service sur leur site. On a aussi mené des études avec d'autres acteurs comme Nielsen, notamment sur la typologie des consommateurs vrac. Et après, on a mené différents projets de type expérimentation et autres en interne. Et la grande nouveauté qu'on a eue aussi l'année dernière, c'était la signature de conventions avec des régions. Donc ça, c'est assez nouveau pour nous, où on a commencé à travailler avec les territoires depuis maintenant 9-10 mois. Je voulais vous donner aussi quelques petits chiffres sur le marché du vrac pour vous rendre un petit peu compte qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Donc, là, vous voyez que depuis 2015, on est sur un marché qui ne fait que augmenter. On a bien entendu eu, ça n'a pas été une baisse, mais on a eu, je vais dire, un peu de stabilité dans ces périodes de Covid. Ça a été assez compliqué pour les commerçants, notamment depuis la réouverture des bars l'année dernière en mai. Mais là, on voit que la vente en vrac revient, que les consommateurs reviennent dans les magasins. Donc, d'après nos chiffres, donc ça, c'est que des chiffres en interne. D'après nos chiffres, on sait que la vente en vrac va repartir et que le CA va continuer de s'améliorer. Notre offre, on se rend compte qu'elle s'agrandit énormément. Aujourd'hui, on compte à peu près 10 000 points de vente en France de produits en vrac, que ce soit des épiceries 100% spécialisées vrac, comme vous pouvez avoir sur votre parc. Donc, on en compte 850 aujourd'hui en France. Mais on a aussi 90% des magasins bio qui ont un rayon vrac aujourd'hui et 70% à peu près des grandes surfaces qui ont aussi des petits rayons bio, vrac. Après, parfois, c'est juste ces références en bio, mais c'est quand même un premier pas vers le vrac.
Et on se rend compte qu'on a aussi de plus en plus de produits qui sont disponibles à la vente en vrac. Souvent, on ne le sait pas, mais on peut faire quasiment toutes ces courses en vrac aujourd'hui avec des grandes typologies de produits, donc de l'alimentaire, mais aussi du non-alimentaire, du frais, mais de l'animalerie, de la quincaillerie et même du bricolage ou de la jardinerie. On sait aujourd'hui, d'après nos chiffres, qu'on a 37% des foyers français qui se déclarent étant acheteurs de vrac, c'est-à-dire acheter vrac au moins une fois par mois, ce qui représente à peu près 5,4 millions des foyers français. Donc c'est très positif pour nous. On sait qu'à l'échelle du nombre de consommateurs qu'on a, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et on sait aussi qu'on a 62% des Français qui souhaitent avoir plus de produits en vrac dans leur magasin. Donc ça, c'est très encourageant pour nous parce qu'aujourd'hui, on a un cadre législatif qui est de plus en plus favorable et on travaille avec de nombreux chantiers qui vont encore plus renforcer et permettre le développement à long terme de la vente en vrac. Donc, comme je vous disais, on avait travaillé l'année dernière sur la loi AGEC, mais aussi sur la loi Climat et Résilience. Et aussi, on travaille souvent avec le code, le CNA pour la consommation. Et après, on est aussi dans d'autres projets, notamment pour mettre le Nutri-Score sur les silos. On est sur d'autres études avec l'ADEME et puis sur le plan national de prévention des déchets, ce genre de projet où on essaye toujours d'inclure le vrac toujours plus dans les textes. Pour un peu nos actions sur le territoire, comme disait Sandrine, on s'était rencontrés l'année dernière, en fin d'année dernière, et on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et bien, en fait, pour nous, ça nous paraît hyper important aujourd'hui d'accompagner les territoires à développer le vrac, tout simplement parce que ça, comme sur tout ce que je vous ai présenté avant au niveau des enjeux, ça permet de créer du lien social, de développer l'économie locale aussi pour vous, de l'emploi, et de soutenir aussi cette consommation qui est toujours plus durable. Et ça peut aussi vous permettre, vous, un peu comme vous le faites pour cette année, d'inscrire le vrac dans vos objectifs de territoire et d'aller toujours plus loin. Pour vous faire très très rapidement, pour vous dire un peu les conventions qu'on a signées cette année, enfin l'année dernière, on a signé une convention avec la région Sud et avec la région Bourgogne-Franche-Comté pour des plans d'action qui sont sur 2 ans et 3 ans pour développer le vrac vraiment sur ces territoires-là. Et depuis janvier 2022, on a commencé à travailler aussi avec la région Centre-Val de Loire. On n'a pas encore signé une convention, on est actuellement en train de mener un groupe de travail pour écrire le plan d'action, mais à terme, on signera aussi une convention avec la région Centre-Val de Loire. Donc, on est vraiment en train de commencer à accompagner les territoires. La seule chose, c'est qu'on se rend compte que sur des régions, on n'est pas sur toutes les échelles. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir être à différentes échelles, et pas forcément qu'en région, mais aussi pour les collectivités ou les communautés de communes ou même pour les départements. Et ça, voilà, c'est des petits exemples de choses qu'on peut faire et qu'on fait sur les autres régions, sur 3 volets différents, sur le volet vraiment de professionnels, accompagner les professionnels ou aider les professionnels du vrac ou non sur le territoire, accompagner aussi les collectivités. Par exemple, ça peut être de la sensibilisation pour les élus, etc. Et après, tout le côté sensibilisation pour les consommateurs du territoire, pour leur donner envie de consommer en vrac, qu'ils connaissent les enjeux du vrac et qu'on l'espère après se mettre au vrac sur le territoire. Alors voilà pour moi, merci beaucoup. Je suis tout oui si vous avez des questions. Je ne sais pas, Sandrine, comment tu veux procéder. Peut-être que c'est toi qui me les poses ou. La parole est ouverte. La parole est ouverte, très bien. Voilà, donc si j'ai vu que Emma nous avait rejoint. Ah, il y a donc Slimane Mohala qui demande la parole. Oui. Oui, alors bonjour. Je voulais parler aussi de ce qui se dit actuellement. Alors, j'ai pas d'études en vue, hein, mais on parle beaucoup du vrac en train de se casser la figure en ce moment pour 2021. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors en ce moment, on parle beaucoup du vrac qui est en train de se casser la figure, comme vous dites. Notamment, il y a eu un reportage là sur TF1 lundi pendant le JT.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas que la filière vrac en fait qui se casse la figure, c'est toute la filière du commerce de proximité. Donc, on a exactement les mêmes chiffres de baisse de fréquentation pour les magasins bio, comme pour les magasins vrac, comme pour tout ce qui est aussi commerce de bouche. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que les gens prennent moins le temps d'aller faire leurs courses, vont moins chez le commerçant. Et bien entendu, ça se répercute aussi pour les magasins vrac. Mais ce n'est pas centré que sur le vrac, mais c'est vraiment le commerce de proximité de manière générale, parce qu'on a aussi remarqué une augmentation assez forte de tout ce qui est commande en ligne, et notamment de tout ce qui est les courses en ligne et la commande de Uber Eats et de plats préparés. Est-ce que ça répond du coup à la question? Oui, tout à fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais en poser une. Est-ce que vous pourrez, à moins que Sandrine vous les ayez déjà, partager avec nous les plans d'action qui ont été définis avec les régions avec lesquelles vous avez déjà signé des conventions, pour qu'on puisse éventuellement s'en inspirer? Oui, alors je ne les ai pas partagés à Sandrine, tout simplement parce que c'est des plans d'action qui sont assez lourds, assez conséquents et qui ont été réfléchis aussi par rapport aux besoins du territoire. Je peux vous donner des exemples d'actions qu'on a mises en place. Et par exemple, là, ce que je vous disais par rapport à la région Centre-Val de Loire, c'est que on est en train de mener un groupe de travail avec différents acteurs de la région, justement, pour essayer de définir un plan d'action qui va être vraiment qui va répondre vraiment aux besoins du territoire, parce qu'on se rend compte que les besoins ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois. Donc voilà, je peux vous donner des exemples, mais je pense que le mieux aussi, c'est de partir de vous, vos besoins que vous constatez sur votre territoire, et de voir après ce qu'on peut faire ensemble. Mais je peux tout à fait vous envoyer quand même des choses pour vous en inspirer. Alors du coup, je rebondis. C'est vrai qu'avec du coup Cécilia, on a pu échanger notamment sur des besoins suite au premier webinaire qu'on a fait donc entre différents élus et ce qui était ressorti, notamment sur la sensibilisation. On a également toute une partie autour de la dynamique des épiceries vrac, mais pas que. Donc en fait, il y a déjà des petites on va dire, déjà un plan d'action un peu en brouillon, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi par rapport à nos échanges d'aujourd'hui, de pouvoir travailler et se mettre d'accord déjà sur des premières marches à franchir ensemble et travailler déjà ensemble vraiment sur ce sujet du vrac qui nous tient à cœur. Est-ce que d'autres questions Flore, peut-être, non? Ah non. Oui. Oui, j'ai entendu. Moi, j'ai une question. Oui. C'est Jean-Paul. Oui. Bon, il y a eu plusieurs reportages dans les semaines et les mois passés, justement, sur le vrac, et qui mettaient en avant, en fait, que si du point de vue du consommateur, il y avait effectivement des bénéfices important. Du côté des professionnels, ça avait quand même des contraintes assez importantes pour la gestion des containers, l'hygiène, enfin, etc. Est-ce que vous avez rencontré, vous, justement des professionnels qui hésitaient à passer au vrac à cause de ces contraintes? Alors non, à cause de ces contraintes en termes de déchets, etc., et stockage, on n'a pas rencontré de professionnels, en tout cas en termes de points de vente. Ce qui va être plus compliqué, ça va être pour un fournisseur de produits qui va passer sur une chaîne de pré-emballé à une chaîne de vrac, qui n'est du coup pas la même chose, puisque le conditionnement est différent. Donc là, ça va être un beaucoup plus grand travail pour un fournisseur de produits, si ce n'est pas, par exemple, un fournisseur de produits de fruits et légumes, parce que fruits et légumes, en soi, on fait déjà quasiment du vrac, mais sur un fournisseur de produits qui est sur une chaîne où, à la fin, il sort un produit en pré-emballé, il lui faut tout un accompagnement et un investissement financier pour avoir un conditionnement en grande quantité, ce qui est totalement différent que du pré-emballé. Après, on a quand même pas mal de fournisseurs qui, avant, fournissaient par exemple pour la restauration collective, donc qui avaient l'habitude de faire de la grande quantité, mais
du coup, pas forcément à la vente directe en magasin, mais plus pour de la vente en transformé, en cantine, et qui décide de ouvrir un nouveau secteur et de passer sur de la vente en vrac. D'accord. Et c'est les fournisseurs, est-ce qu'ils ont des aides financières pour justement faire la transition? Alors nous, actuellement, à l'association, non, on n'a pas d'aide financière parce que tout simplement, on est une association de loi Oui, 1901, donc on n'a pas de bien sûr. budget pour ça. Après, il y a des programmes qui sont menés de temps en temps sur certains territoires pour accompagner ces professionnels. Par exemple, sur la région sud, il y a un programme qui s'est lancé en partenariat avec une boîte de conseil pour accompagner les professionnels dans leur transition écologique. Et donc là, nous, on a intervenu sur toute la partie vrac pour leur donner toutes les clés en main sur le vrac. Mais du coup, sur les subventions, tout dépend évidemment des territoires et de là où sont implantés les fournisseurs. D'accord, merci. Après, sur la région Île-de-France, il y a des possibilités et nous, on a accompagné, Flore doit être par là, on a accompagné Oui, Mademoiselle Vrac, du c'est coup. ça. Tout à fait, oui. Après, elle travaille au-delà de ses espérances. Super. Super. Faut des bons retours aussi, c'est bien. Et puis juste pour rebondir là-dessus, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on essaye toujours de tendre vers une filière qui est plus vertueuse. On sait aujourd'hui qu'il y a encore des choses à revoir sur la vente en vrac, notamment sur les déchets en amont, donc entre le fournisseur et le magasin, parce qu'il faut bien préserver aussi les qualités nutritives du produit. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui se font et notamment, on avait été financé par la région Île-de-France pour une expérimentation qu'on avait menée l'année dernière sur de la circularisation des emballages. Donc, on était sur des bacs hermétiques consignables. Mais ça, c'est des choses qui sont toutes nouvelles, qui sont encore en expérimentation et qui n'ont pas encore trouvé un modèle économique viable. Et suivant l'échelle aussi, on se rend compte que c'est typiquement sur de la consigne, on ne peut pas être sur quelque chose à grande échelle. Donc, ce service ne peut pas être encore installé partout. Mais c'est des choses qui sont en travail et on avance sur ça. Et on a une autre expérimentation qui va se mener là aussi en région sud. La région Île-de-France aimerait continuer l'expérimentation qu'on avait menée l'année dernière. Donc voilà, on est toujours en train de tendre vers quelque chose de plus vertueux. On se rend compte des limites qu'on a aujourd'hui, mais il y a quand même une étude de l'ADEME sur l'impact environnemental au global sur le vrac. Et quand on est sur des grandes quantités, on reste toujours sur un impact positif par rapport au préemballé. J'ai mis dans la conversation, du coup, le lien vers justement l'expérimentation de la région Île-de-France sur les emballages. Est-ce qu'il y aurait une autre question? On va te libérer peut-être, Cécilia. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue. Et puis, et merci de votre présentation. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent après de les donner à Sandrine et je pourrai y répondre par mail. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation, s'il vous plaît? Oui, je peux vous l'envoyer en PDF. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors.